Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des rencontres de Training News, c'est l'épisode 21. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, chaque semaine, on met en avant soit une entreprise du secteur, soit un professionnel, donc soit en corporate finance, soit en conseil en stratégie. Aujourd'hui, c'est corporate finance et je suis très heureux de recevoir Talel Abachi, qui est associate au sein de la boutique Tao Partner et qui nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Avant de passer aux questions pour Talel, comme d'habitude, le webinaire sera divisé en trois grandes parties. Premièrement, je vais poser quelques questions qui vont nous permettre de mieux comprendre le parcours de Talel. Deuxièmement, on évoquera les process de recrutement chez Tao Partner qui recherche régulièrement des stagiaires. Et enfin, on parlera des missions en poste avec bien sûr le focus tech de Tao Partner. Comme d'habitude, vous aurez 15 minutes environ pour poser vos questions directement à Talel à la fin de la session. Quelques mots sur TrainingView et sur moi-même. Je m'appelle Guillaume Pommier, je suis diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'ESSEC. Quand j'étais à l'ESSEC, j'ai fait 2 stages en M&A, le premier au sein de Pramex, qui est une petite boutique M&A qui fait du small cap cross-border pour le groupe BPCE, et le second chez Deutsche Bank en large cap à Paris. Suite à ça, j'ai intégré directement l'équipe TMT de Lazare, où j'ai évolué pendant 2 ans. Après, j'ai cofondé TrainingView avec Yongtie Guan. Vous avez quelques éléments sur Yongtie sur cette page. Pourquoi on a lancé TrainingView Parce qu'on avait fait un constat, à la fois qu'on était à votre place en tant qu'étudiant, puis qu'on postulait pour ces métiers, et puis ensuite qu'on était chez Lazare et qu'on a fait passer beaucoup d'entretiens pour des stagiaires. On s'est rendu compte du décalage qu'il y avait entre les cours de l'école qui sont bons, mais parfois un peu théoriques, et les exigences très pratiques, très concrètes des process de recrutement dans ces métiers-là. Et notre objectif, notre mission, ce n'est pas de remplacer, mais de compléter les cours que vous avez à l'école avec des contenus très focus sur deux thématiques. D'abord, l'entretien, qui est un peu la clé de voûte du process de recrutement. Et ensuite, les compétences opérationnelles qui sont requises en poste, en début de carrière. Et Talal, sûrement, en reparlera. Et on a quelques KPIs. On a formé plus de 6 000 étudiants depuis 2019, donc en 4 ans. La très grande majorité a suivi l'un de nos packs en ligne, où vous pouvez retrouver plein de contenus pour justement préparer vos entretiens. On a une cinquantaine de partenaires avec des assos étudiants, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos étudiants, nos alumni, travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises du secteur. Et vous avez quelques références ici. Voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation. J'en viens à ma première question pour toi, Talal. D'où est venu ton intérêt et comment tu as découvert l'univers du M&A? Je vais y répondre tout de suite. Déjà, merci de me donner l'opportunité de pouvoir un peu me présenter et de présenter aussi ce qu'on fait chez Tao. Et bonjour à tous et à toutes. Alors, le M&A, comment je suis arrivé là-dedans? Peut-être quelques minutes sur mon parcours avant et ça va vous emmener en fait sur comment est-ce que je suis arrivé dans le M&A et chez Tao Partner. Moi, à la base, mon parcours en termes d'un point de vue plus académique, du coup, moi, j'ai fait mon bachelor, donc un M1 à l'ESSEC et ensuite un M2 à Dauphine. Et dans mes expériences professionnelles, c'était quand même pas mal focus sur deux aspects qui sont deux passions pour moi, qui sont à la fois la tech et la finance. J'ai d'abord bossé dans une startup qui s'appelle Papernest, enfin, qui s'appelait à l'époque Souscritou, mais maintenant Papernest, qui est une boîte qui aide les gens lors de leur déménagement pour transférer les contrats d'électricité, de gaz, de téléphone d'assurance. À l'époque, on était 4, 5 quand je suis arrivé. Là, ils sont, je crois, 600 ou 700. Donc, ça n'a vraiment plus rien à voir. Ensuite, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Ibu, qui fait de l'analyse financière. Ça a été monté par quelqu'un qui s'appelle Guillaume Rouvier, qui avait monté une SICAV, qui gérait près d'1 milliard d'euros d'actifs, donc une assez belle SICAV. Et ensuite, il a arrêté cette SICAV et il a monté ce petit dispositif d'analyse financière il voulait faire ça avec des jeunes analystes. Donc, c'est à ce moment-là que je l'ai rejoint. Ensuite, je suis allé dans une boîte qui s'appelle Adair Finance. Adair, ils font de la levée de fonds à Paris. Donc, c'est une boutique un peu voilà, en levée de fonds, un peu ce qu'on fait aussi chez Tao sur la partie levée de fonds. Ensuite, je suis reparti en startup, cette fois-ci chez Lime. Donc là, c'était vraiment la grosse startup californienne. Donc la boîte qui fait tout ce qui est mobilité autonome, enfin mobilité douce. Donc ça va être les trottinettes, les vélos, les scooters, etc. Et tout. Et c'est vers la fin de mon expérience de chez Lime qu'un ami m'a parlé de Benoît Mercier, qui est le fondateur de Tao, en me disant je connais quelqu'un qui s'appelle Benoît qui va monter une banque d'affaires. Il faut à tout prix que tu le rencontres, il faut que vous discutiez. Et du coup, ça s'est fait comme ça.
On s'est échangé 2-3 mails avec Benoît et Benoît m'a proposé d'aller boire un café pour en parler. Du coup, on a bu un café, puis un deuxième café et en fait, le fit a très bien marché. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai envie de monter quelque chose, on va faire une banque d'affaires, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et du coup, moi, assez rapidement, j'ai dit oui. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en fait dans le M&A, en tout cas précisément chez Tao. Et du coup, c'est en fait les deux fils rouges un peu de ce qui a été ce qu'ont été mes différentes expériences professionnelles avant Tao, c'était vraiment le sujet à la fois M&A et à la fois tech. Et c'est ce qu'on retrouve chez Tao. Et c'est un peu notre positionnement, en tout cas chez Tao. Et j'aurai l'occasion de présenter un peu Tao dans le détail. Mais voilà, en tout cas, pour mon parcours, comment je me suis retrouvé là. Et c'est au-delà du positionnement et des deux sujets qui étaient du coup le M&A la finance de manière plus générale et la tech. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'essayer de bosser avec des entrepreneurs et des entrepreneuses et de les aider au mieux à écrire de belles histoires. C'est un peu ce qui nous anime chez Tao maintenant et c'est pour ça qu'on fait ça en fait. Et c'est vraiment à la fois ce fil rouge d'aider des entrepreneurs et des entrepreneuses, de bosser sur des sujets de finance et de bosser sur des sujets tech qui m'ont amené à faire du M&A tech maintenant, quoi. Alors, Tadel, tu as fait des stages dans des domaines très différents pendant tes études. Tu l'as un peu rappelé, bras droit du CEO dans une startup, analyse financière, en M&A VC. Tu as fait aussi de l'opérationnel dans la startup. Et finalement, tu as fini en M&A. Alors pourquoi cette diversité dans tes stages? Et ensuite, qu'est-ce qui t'a intéressé pour commencer ta carrière en M&A? Alors, la diversité dans les stages, je pense que déjà, il y a une diversité qui reste quand même assez cantonnée au secteur M&A et finance, enfin M&A et finance et surtout tech. Je pense que le sujet à la base, c'est surtout de se dire, d'essayer de voir comment est-ce que fonctionne vraiment une entreprise. C'est-à-dire, tu arrives au tout début, en tout cas dans mes expériences, ça a toujours été dans des petites équipes. Moi, j'ai toujours voulu bosser dans des petites équipes où il y a tout à construire, où il y a énormément de choses à faire. Et du coup, tu arrives au début et en fait, tu te dis, bah, la meilleure manière de savoir comment fonctionne une entreprise et de gagner en expérience, parce que je pense que le mot-clé, en tout cas au début de nos carrières, c'est vraiment l'expérience, gagner un maximum d'expérience. Je pense que la meilleure manière de faire ça, c'est de bosser d'abord dans des jeunes boîtes ou dans des boîtes où on va être exposé sur des missions assez tôt et sur des missions qui sont tout de même assez importantes pour le développement de la boîte. Donc, c'est pour ça que j'ai eu ces différentes expériences avant d'arriver en M&A, en tout cas chez Tao. Et je pense que ce qui a pas mal focus aussi mon sujet sur Tao, ça avait été aussi mon stage chez Ader, où là, pour le coup, j'étais amené à faire de la levée de fonds pour des startups. Et en fait, le sujet de levée ou du M&A, parfois, on peut avoir tendance à décorréler les deux sujets, alors qu'en fait, c'est les mêmes. Dans les deux cas, on achète ou on vend une part d'entreprise. Tu vois, du M&A, c'est je vais acheter ou vendre l'entreprise en entier. Donc, soit je l'achète, soit je la vends. Côté où je le fusionne, bien sûr. Et une levée de fonds, c'est j'achète une partie de l'entreprise. Donc, en fait, c'est des sujets qui sont assez liés. C'est vraiment des sujets d'accompagnement plus corporate. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. C'est comme ça que j'ai pu être exposé au développement des entreprises. Et je pense sincèrement, si on a envie de bosser dans le milieu un peu financier, qu'on aime les chiffres, etc., et que le développement d'une entreprise, c'est quelque chose qui nous intéresse, faire du M&A, pour le coup, ça sert vraiment parce que ça te donne des bonnes clés, tant d'un point de vue analytique, et après, si tu creuses un peu les sujets plus tard d'un point de vue opérationnel, pour après, pourquoi pas, monter des boîtes ou gérer des boîtes, etc. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les sujets M&A. Alors justement, le M&A étant fait, tu as commencé chez Top Partner, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous présenter la boutique et Bien ses sûr. particularités par rapport aux autres acteurs de la place? Alors, Tao Partner, nous, on est une jeune banque d'affaires. Ça a été créé en 2019 par Benoît Mercier. Benoît, il avait une quinzaine d'années d'expérience en finance, notamment la BNP. Il était chez BNP Paribas Security Services. Donc, c'est la partie banque dépositaire de la BNP, en faisant du corporate dev à la BNP. Ensuite, il est passé chez Cambon Partner, qui est une banque d'affaires à Paris. Et en fait, par la suite, juste après son expérience chez Cambon, il s'est dit qu'il allait créer une banque d'affaires. Et du coup, chez Tao, on accompagne les entreprises dans des sujets principalement de M&A et de levée de fonds. Sur la partie M&A, c'est vraiment du buy side et du sell side. Et sur la levée de fonds, bah, c'est des boîtes qui sont sur une maturité qui sont à peu près pour faire simple, vraiment faire simple, parce qu'en fait, c'est surtout sur la maturité de l'entreprise, mais pour faire simple, entre 2 et 60 millions. Donc, c'est ce qu'on fait chez Tao. On peut être amené à faire aussi intervenir sur des sujets de LBO ou de project finance, mais vraiment, notre focus, le cœur de métier, c'est vraiment sur la partie levée de fonds et M&A. Et c'est les clients qu'on accompagne, c'est des clients qui travaillent dans des industries qui sont très différentes, mais avec un sous-jacent chez tous nos clients qui est quand même l'aspect tech.
C'est un sujet qu'on aime. Chez Tao, on a une réelle appétence pour ces questions tech. Et du coup, c'est vraiment le sous-jacent de toutes les entreprises qu'on accompagne. Et ça fait maintenant, du coup, 3 4 ans qu'on fait ça. On a une dizaine, quinzaine de clients en cours et j'espère qu'on en aura plus dans les mois à venir. Est-ce que tu peux justement nous parler de quelques deals récents Ouais. sur lesquels est intervenu Tao Partner? Bah, je peux vous citer par exemple 2 deals qui me viennent à l'esprit. Il y a quelques mois, on a accompagné une entreprise qui s'appelle EasyMile. EasyMile, c'est une startup qui fait des véhicules autonomes. Alors, quand je dis véhicules autonomes, c'est pas à viser personnel entre guillemets, c'est-à-dire comme un Tesla par exemple. Ça va plus être des véhicules autonomes à visée industrielle. Donc, ils font principalement 2 types de véhicules autonomes. Ça va être du transport de personnes et du transport de marchandises. Exemple parfait. Il y a un exemple que j'aime bien prendre pour vraiment montrer l'étendue de leur application. C'est autour de l'aéroport, par exemple. Ils peuvent travailler avec un aéroport, ils vont faire du transport de personnes, vous savez, avec les petites navettes qui vont transporter les personnes d'un terminal à un autre, et ils vont faire aussi du transport de marchandises. Ça va être, par exemple, le transport des différents bagages d'un terminal à un autre, de l'avion au terminal, etc. Donc, avec EasyMile, il y a de ça un an, un peu plus d'1 an maintenant, on les a accompagnés sur un sujet de levée et on les a aidés à lever à peu près 60 millions de dollars. Donc, c'était une belle levée dont on est très fiers sur un sujet qui est quand même très hardware. Et pour le coup, c'est un sujet où les fonds d'investissement parfois peuvent avoir certaines réticences parce qu'ils ont peur sur des sujets de rentabilité à plus ou moins long terme. C'est des sujets qui sont très intensif d'un point de vue capitalistique. Et du coup, ça peut effrayer certains et on a réussi à monter un tour assez intéressant avec à la fois des acteurs très financiers, notamment un fonds qui s'appelle Searchlight Capital, qui est un fonds américain de private equity. Donc, il y avait à la fois du financier et en même temps de l'industriel, des acteurs industriels qui étaient déjà à bord. Et on a réussi à faire marier un peu ces différents types d'investisseurs qui ont des fonctions d'investissement et des logiques d'investissement qui sont différentes. D'un côté, on fait travailler de l'argent, on a un fonds d'investissement. D'un autre côté, c'est plus le sujet stratégique qui nous intéresse que le sujet financier quand on est un industriel. Et réussir à marier ces 2 types d'acteurs, c'est quelque chose qui a été assez, sur le papier, qui est assez complexe et qu'on a réussi à faire chez Tao et donc aux personnes dont on était assez fiers. Et peut-être une opération un peu plus récente qu'on a annoncée il y a quelques petites semaines, c'était Naio Technologies. Naio Technologies, on les a aidés à lever 32 millions. Et Naio, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des véhicules autonomes là aussi, mais c'est des petits robots autonomes, des robots autonomes agricoles. Donc, vous achetez des robots Naio, vous les mettez sur un terrain et ils vont pouvoir faire tout le travail de désherbage de manière automatique. Donc, c'est des petits robots qui sont électriques, donc il n'y a pas d'émanation de carbone ou quoi que ce soit. Et c'est par l'intelligence artificielle qu'ils vont venir et qui vont pouvoir faire tous les sujets de désherbage. Donc, 2 sujets, je prends ces 2 exemples parce que c'est 2 exemples plus hardware que software, ce qui peut avoir l'occasion de détonner, entre guillemets, parce que c'est vrai que sur les sujets de financement, normalement, les fonds, comme je vous l'ai dit, sont plus focus soft que hard, mais c'est des sujets qu'on a réussi à accompagner, qu'on a réussi à faire et dont on est assez fiers. Et Tadal, comment vous sourcez vos clients? Est-ce que vous développez une expertise dans certains secteurs comme mobilité, hardware, et du coup, vous faites un nom dans ce domaine-là? Ou Mhm. est-ce qu'il y a vraiment un travail de pitch important pour originer les deals? Bah, j'ai envie de te dire les deux, mon capitaine, dans le sens où alors, au tout début, c'est surtout un travail de sourcing, d'origination. Nous, sur la partie sourcing, on a une approche qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de confrères qui vont te prendre des listes de boîtes et qui vont contacter un peu à la foulée toutes les boîtes en envoyant des mails automatiques. Nous, on aime bien se creuser un peu la tête en se disant quelle entreprise pardon, on trouve intéressante. Et c'est ces entreprises-là qu'on va contacter. Donc, il y a déjà un petit effort qui est fait en amont. Alors, en termes de volume, du coup, tu es moins performant, mais en termes de qualité, tu es plus performant. Et quand on voit le mail à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse et que tu lui dis, voilà, j'ai vu votre boîte, j'ai vu ce que vous faites, bravo pour ce partenariat, là, on trouve que c'est vraiment bien et ça nous ferait plaisir de discuter et de savoir si on peut travailler ensemble. On a des taux de retour qui sont bien plus importants que ce que tu pourrais avoir dans l'industrie de manière générale. Donc, on a un sujet de sourcing. Et de plus en plus aussi, on a des fonds d'investissement avec lesquels on a pu travailler sur des opérations ou d'autres avec lesquels on n'a pas encore travaillé, mais qui ont entendu parler de nous et qui nous disent, voilà, j'ai entendu parler de vous, moi j'ai telle participation par exemple, on aimerait bien partir sur un sujet de session, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez potentiellement faire, etc. Donc, de plus en plus, on a des sujets qui nous arrivent. Donc, ce serait de l'inbound entrant, entre guillemets. Donc, on a ça. Et on a aussi de temps en temps des sujets où ça va être, par exemple, on a travaillé avec une entreprise et on a fait une opération, ça s'est bien passé. Et par exemple, un des actionnaires
où une des parties prenantes va nous dire, bah, moi, je travaille aussi sur ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, etc. Donc, à la base, c'était pas mal de sourcing. Et maintenant, de plus en plus, on commence à avoir des gens qui nous envoient du deal. Et on est très content et surtout fiers de ça parce que ça montre que bah, les personnes qui travaillent avec nous continuent à travailler avec nous et apprécient notre travail. Maintenant, on est encore une fois au début, donc on a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Et comme vous travaillez sur des levées de fonds, j'imagine qu'il y a aussi une dimension d'accompagnement dans la durée des entreprises qui peuvent faire des levées successives et ensuite potentiellement une session en corporate. Totalement. Totalement, il y a à la fois ce sujet-là sur la partie levée, mais aussi sur la partie M&A. Exemple, on travaille avec un acteur, par exemple, une petite boîte côté. Là, ils sont sur un sujet d'opération M&A. Ils vont rejoindre un plus grand groupe, mais il peut continuer à avoir des discussions sur, par exemple, bah, telle opération, est-ce qu'on ne pourrait pas aller faire, une fois qu'on s'était positionné d'un point de vue sell-side, entre guillemets, on peut peut-être se positionner d'un point de vue buy-side par la suite. Donc, il y a ce sujet de continuer à travailler avec les acteurs, à la fois sur ceux avec qui on a bossé sur des sujets de levée de fonds, mais aussi sur des sujets de M&A. Tu peux par exemple faire une acquisition, tu fais du buy-side pour une boîte, ça se passe bien et la boîte par la suite te dit bah, on peut peut-être continuer à aller voir une autre boîte. Ou inversement, tu peux vendre une entreprise à une boîte. Et une fois que tu as vendu cette entreprise à la boîte en question, bah, tu lui dis maintenant qu'on vous a vendu ça, peut-être qu'il y a d'autres pistes qu'on peut aller chercher ensemble. Et comme on a une relation et une méthode de travail qui est quand même très focus sur le long terme, sur le côté est-ce qu'on apporte de la valeur ajoutée vraiment aux clients et qu'on ne va pas dire des choses si on n'apporte pas de valeur ajoutée ou quoi que ce soit, bah, sachant qu'on est très focus long terme, c'est quelque chose qui est vu par les gens avec qui on discute et du coup, il y a un sujet de confiance qui s'installe. Et dans ces sujets un peu de financement, de ces sujets un peu de M&A, etc., qui sont des opérations lourdes pour les entreprises, la variable confiance, entre guillemets, elle est primordiale. Donc, quand ils voient qu'ils peuvent nous faire confiance, on ne va pas essayer de leur vendre tout et n'importe quoi, etc., bah, derrière, après, on peut s'exposer sur d'autres sujets. Alors, Tao Partner, c'est une jeune boutique. Elle a été fondée en 2019, tu l'as rappelé. Quelle est Ouais. la stratégie ou la vision dans les prochaines années pour Tao Partner en termes de développement, de croissance? Alors déjà, on est une jeune boîte, comme tu l'as rappelé. On est une jeune boîte, en même temps, il y a une certaine ambition chez Tao. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un sujet où, tu vois, on est une marque installée et on est plus en train de profiter de l'usufruit de notre marque et d'essayer de rester comme ça. Nous, on est vraiment dans un sujet de croissance. On aime ce qu'on fait profondément. On aime l'accompagnement qu'on apporte aux entreprises. On a toujours ce constant travail de retravailler sur soi, sur comment est-ce qu'on travaille pour toujours améliorer les process en interne et améliorer notre travail et du coup améliorer la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients. Donc, on est vraiment dans un sujet de croissance. On a envie d'accompagner de plus en plus de boîtes, on a envie de s'équiper, on a envie d'embaucher des gens. La vision à long terme, c'est déjà premièrement une certaine ambition. On a vraiment envie d'aller loin et de continuer ce travail qu'on est en train de faire, de grossir, d'avoir plus de gens en interne, de pouvoir prendre plus de plaisir à bosser avec les personnes en interne parce que ça va être de plus en plus grand. Donc, il y a à la fois ce sujet d'ambition, il y a aussi ce sujet très axé le long terme. Je l'ai dit précédemment, mais vraiment, j'insiste sur ce point, c'est que parfois, on peut discuter avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses en leur disant, bah, vous venez nous voir pour une opération, ce serait dans notre intérêt de vous dire oui, c'est une super idée, allons-y, faisons-le et comme ça on va prendre des fees. Mais on pense sincèrement que ce n'est pas la bonne opération et ce n'est pas la bonne idée maintenant pour vous. Vous devriez plutôt faire ça ou ça. Et ensuite, on peut discuter ensemble sur comment faire cette opération que vous voulez faire, mais un peu plus tard. Et du coup, comme on est très axé long terme, bah, on a des discussions qui ont commencé parfois il y a très longtemps, mais avec des gens pour lesquels en plus on n'a pas encore travaillé, mais des personnes qui vraiment nous font confiance. Et du coup, on continue à échanger avec eux et on continue à construire des choses avec eux. Donc, on a ce sujet vraiment long terme d'essayer de poser des graines de confiance pour après faire maturer le projet. Donc, voilà, notre sujet, c'est vraiment de l'ambition. Donc, on veut continuer à faire ce qu'on fait et le faire de manière bien plus importante, aller chercher plus de dossiers, des sujets plus gros aussi, si possible, parce qu'il y a pas mal de discussions qu'on a avec des acteurs où on se dit, bah, il y a peut-être moyen de faire des plus belles opérations encore. On a des sujets aussi, il faut qu'en interne, on se fasse un peu mieux connaître parce que souvent, les gens nous apprécient quand ils nous ont connus, mais il faut qu'ils nous connaissent. Donc, on a des sujets un peu marketing et du coup, bah, merci pour nous donner l'opportunité de pouvoir se présenter. Donc, voilà, les sujets sur lesquels on veut développer, c'est d'abord vraiment de l'ambition. On veut continuer à faire ce qu'on fait de manière bien plus importante. On veut continuer à s'équiper, à avoir des personnes qui nous rejoignent. Et on veut continuer à accompagner des entreprises et à les aider à écrire de belles histoires. Alors justement, le marketing, c'est aussi la destination des étudiants pour Ouais. augmenter la taille de l'entreprise. Donc, j'en viens au process de recrutement chez Tao Partner. Quel profil recherche la boutique? Euh, Alors déjà, alors sur le papier, on dit toujours, tu vois, si c'est des étudiants qui ont déjà de l'expérience en M&A ou en levée de fonds, quoi que ce soit, c'est apprécié. Ça, pour le coup, ça l'est vraiment.
Par contre, on n'est pas totalement fermé qu'à ça. C'est-à-dire, si vous n'avez pas forcément déjà une expérience M&A ou une expérience levée de fonds, il y a toujours moyen de discuter et on peut peut-être s'arranger, etc. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait au moins une expérience sur des sujets un peu financiers. Ça peut être même, par exemple, de l'audit. On a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir qui ont déjà fait de l'audit. Ça peut être sur des sujets peu ou prou annexes à ce qu'on fait, mais il faut au moins une toute petite expérience là-dedans. Après, vous allez me dire, il faut bien commencer à un bon endroit. Mais le sujet, c'est que comme on est encore une jeune entreprise, c'est compliqué de se mettre avec quelqu'un qui a vraiment très peu, voire pas du tout d'expérience, alors qu'on est au tout début, qu'on est une toute petite équipe et que du coup, on demande un effort à chaque personne. Maintenant, plus d'un point de vue qualité humaine, il y a un sujet qui est capital, qui est vraiment la motivation. Des personnes qui ont des très bons profils, etc., mais qui ne sont pas très motivées, ça ne sert à rien de postuler chez nous, sérieusement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des personnes motivées, des personnes qui aiment ce qu'ils font, qui apprécient le fait d'accompagner des entreprises, qui apprécient les sujets financiers, qui apprécient les sujets tech si possible. Je dis bien si possible parce qu'on ne peut pas forcément avoir été exposé sur des sujets tech, venir chez Tao et être exposé et apprendre et apprécier. Mais vraiment, la motivation, c'est clé là-dessus. Une certaine autonomie aussi, dans le sens où très souvent, on me demande, quand personne passe des entretiens chez nous, quand on est stagiaire, est-ce qu'on a le droit de donner notre avis? Est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on pense? Est-ce qu'on a le droit de travailler un peu plus sur certains ou sur tel ou tel sujet? Moi, je leur dis, c'est pas que vous avez le droit de donner vos avis, c'est qu'on attend de vous ça. Nous, chez Tao, les personnes qui passent en stage chez nous, vraiment, notre objectif, c'est qu'ils soient exposés un maximum. Tu vois, c'est pas juste tu fais des copier-coller le logo et ton stage est terminé. C'est vraiment, tu vas travailler sur des IM, tu vas travailler sur des BP, tu vas travailler sur des pitchs. Tu peux parfois même venir en rendez-vous avec le client. C'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment que les stagiaires soient vraiment exposés et qu'on puisse profiter de leur richesse intellectuelle, de leur richesse, de ce qu'ils peuvent voir dans la presse, dans leur parcours personnel pour apporter des idées et pour contribuer au projet. Donc, et ça, sur le papier, quand on t'explique ça, tout le monde te dit, mais c'est super, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais il faut comprendre aussi le revers de la médaille de ça. Ça veut dire d'être capable d'être quand même assez autonome, d'être capable d'être curieux, de creuser des sujets, quand j'ai une idée, j'essaie vraiment de creuser mon sujet, de me poser la question, est-ce que ça fait vraiment du sens ou pas? Et ça, c'est vraiment des choses qu'on recherche chez Tao. Est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment pour des stagiaires? Et si oui, comment on peut y postuler? On a des postes ouverts. Alors là, pour l'instant, on est plus en fin de process pour les stages pour mars-avril, mais on peut quand même postuler. Et on a aussi, bien sûr, des postes ouverts pour plus tard. Pour postuler, c'est très simple. Il faut m'envoyer un mail. Donc, c'est à talel.abachi@tao-partner.com. Je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat, Je peux peut-être. le mettre dans le chat. Mais je vais le mettre, Talal. Ah, Je si vais tu le mets, mettre. parfait. Je veux Voilà. bien. Merde, j'ai écrit. Bon. Euh, donc voilà, vous nous envoyez un mail, vous pouvez m'envoyer un mail directement en nous disant que, voilà, que vous êtes intéressé, que vous avez envie de venir bosser chez nous. Et après, nous, on a dans le process un sujet qui est très simple en fait. C'est d'abord, on fait une espèce de petit screening. Lors du premier screening, on prend le temps de faire un appel, une visio. On prend entre 30 et 45 minutes généralement pour parler. On aime bien dire que normalement, c'est un entretien, mais nous, c'est vraiment une discussion. C'est vraiment, on veut comprendre qui vous êtes, on veut comprendre ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire. Et par la suite, si c'est concluant, il y a un deuxième entretien, entre guillemets, qui se fait cette fois-ci plus dans nos bureaux. Oui, pour info, on est sur une péniche, d'où le fond derrière. Donc, c'est vrai que c'est un aspect non négligeable. Donc, le deuxième entretien, c'est plutôt sur la péniche. Et ensuite, par la suite, si ça fait du sens, généralement, on fait une proposition. On évite de faire les process où il y a 7 tours, 14 études de cas, 25 modèles Excel à faire. Généralement, avec une bonne discussion et en prenant le temps de discuter avec les personnes, tu te rends compte de la maturité des gens. Et on préfère 100 fois avoir quelqu'un qui a une réelle maturité intellectuelle, qui a une réelle motivation, qui a une réelle curiosité, une réelle autonomie et qui a vraiment envie de faire, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience, plutôt que quelqu'un qui va arriver bardé d'expérience, avec plein de modèles dans la tête et qui va être dans un coin et qui va faire des modèles dans le coin. C'est pas trop l'ADN de la boîte, quoi. Alors, si je suis étudiant aujourd'hui, que j'hésite entre plein de banques d'affaires, pourquoi devrais-je choisir Top Partner par rapport à une autre banque? Déjà parce que c'était au partenaire. Non, je rigole. Euh, je pense si ton objectif quand tu es étudiant, c'est de te dire je veux dans mon parcours avoir des super marques qui brillent, très prestigieuses et construire mon parcours de cette manière, ne viens pas chez Tao.
parce qu'il y a de très belles marques, il y a des confrères qui font de très belles choses et vraiment, on a beaucoup de respect pour eux. Maintenant, nous, on axe les choses de la manière suivante. Déjà, premièrement, sur l'expérience. En termes d'expérience, tu gagnes bien plus d'expérience chez nous, par exemple, que chez un concurrent ou confrère plutôt, parce que tu vas être bien plus exposé à des dossiers. Après, c'est normal. Nos confrères, parfois, s'ils ont 150 dossiers, c'est compliqué d'exposer tout le monde sur tous les dossiers. Mais nous, pour le coup, le fait qu'on soit plus jeune et plus petit, bah, ça fait qu'on donne plus d'expérience aux personnes qui passent en stage chez nous, plus d'exposition. Ton avis est vraiment pris en compte. Si tu as une idée en disant, voilà, j'ai vu cette boîte qui a l'air intéressante, ce serait intéressant qu'on y aille, on ne va pas te dire oui, peut-être, non, tu es un stagiaire, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Au contraire, on dit, si on jette un coup d'œil, et si on dit on y va, et tu viens avec nous et on tente le coup. Donc, si tu veux gagner en expérience, ça vaut le coup. Dans le fonctionnement aussi en interne sur le respect de tout ce qui est balance vie pro, vie perso, etc., on attache une certaine importance là-dessus. C'est-à-dire que on est tous très motivés et très déterminés. Donc, si demain, je dois faire une nocturne jusqu'à 4 heures du matin, je la ferai sans aucun problème. Mais notre objectif, c'est de se dire, on ne fait pas du présentiel pour faire du présentiel. Et notre objectif, c'est pas de prendre des gens, de les garder, de les fouetter jusqu'à 1 heure du matin pour qu'ils apprennent le métier. C'est pas comme ça qu'on apprend le métier. On apprend le métier à être en étant exposé, pas en étant maltraité. Donc là, sur le coup, chez Tao, nous, c'est un réel respect de la vie personnelle. On travaille comme une équipe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation entre nous d'équipe et pas de euh, dirigeant, dirigé, entre guillemets. Donc, pour à la fois ces aspects d'expérience, ces aspects tech, ces aspects respect de la balance vie pro, vie perso, je pense que ce serait, si c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, je pense que ça vaut le coup de venir chez Tao. Et bien sûr, pour bosser sur une péniche. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, tu en as un petit peu parlé quand même, mais si tu as un conseil pour les étudiants pour décrocher l'offre de stage chez Tao Partner, ça serait Ouais. quoi? Euh, Alors, de base, premièrement, si possible, avoir une expérience. Vraiment, le fait d'avoir une expérience, ça maximise vos chances, mais ça ne fait pas tout. Donc, ça maximise les chances. Donc, si vous avez une expérience, déjà, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas forcément d'expérience en M&A ou en levée, le fait d'avoir une expérience sur des sujets un peu annexes, de l'audit ou du conseil, ça marche aussi. Et du coup, une fois que vous passez un screening et vous avez des entretiens, les conseils que je peux vous donner, c'est renseignez-vous. C'est bête de dire ça, mais tu as beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément beaucoup renseignées, qui n'ont pas vraiment fait le travail. Et nous, notre côté, c'est pas, on se dit juste, on veut que la personne soit renseignée pour être renseignée. C'est juste que bah, toi, tu prends du temps, etc. Tu veux discuter avec la personne. Si la personne, tu sens qu'elle est vraiment motivée, qu'elle a fait l'effort, qu'elle est partie regarder ce que vous faites, enfin, ce qu'on fait, etc., on se dit, bah, OK, là, on a vraiment quelqu'un de motivé et qui a vraiment envie de faire. Donc, c'est bien se renseigner, être motivé, être capable de parler de ses expériences précédentes. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens où on va vous poser des questions là-dessus, on va creuser le sujet, on veut comprendre exactement, nous, profondément ce que vous faites. Je ne vais pas vous poser les questions classiques de donne-moi 3 qualités et donne-moi 3 défauts. Ce n'est pas le genre de la maison. On veut vraiment profondément comprendre qui vous êtes et ce que vous avez fait. Donc, si par exemple, vous me dites, voilà, j'ai bossé sur une boîte de conseil sur telle entreprise, bah, je vous dis, bah, OK, cette entreprise a fait quoi? C'est quoi son chiffre d'affaires? Et vous n'êtes pas capable de répondre à ce genre de questions. Nous, on va se dire, c'est une personne qui a plus fait du présentiel qu'autre chose. Et du coup, ça, pour le coup, c'est assez pénalisant, voire même très, très pénalisant. Donc, renseignez-vous vraiment sur qui on est, et soyez bien capable d'expliquer vraiment ce que vous avez fait dans le détail, qu'on puisse vraiment comprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, comment est-ce que vous avez compris les choses, comment est-ce que vous voyez les choses. Après, j'allais dire, il y a aussi un sujet un peu de connaissance un peu business, connaissance un peu des fonds d'investissement, connaissance un peu des sujets un peu tech, etc. Mais ça, pour le coup, c'est plus des sujets de culture. Donc, c'est des choses qui se font plus sur la longue traîne que regarder la presse et lire la presse 3 minutes avant d'y aller. Donc, donc voilà. Alors, je passe à la dernière partie du webinaire sur l'émission en poste. Bien sûr. Quelle est la journée type, si je puis dire, d'un stagiaire ou d'un junior chez Tao Partner? La journée type, bah en fait, il n'y a pas vraiment de journée type, dans le sens où un junior chez Tao Partner, il peut être amené à faire beaucoup de choses. Tu peux être amené à faire, par exemple, bosser sur un business plan. Tu peux être amené à bosser sur un IM. Tu peux être amené à faire un doc un peu d'analyse de data sur un sujet pour un client. Tu peux être amené à bosser sur une data room. Tu peux être amené à faire une liste d'investisseurs. Tu peux être amené à trouver des investisseurs potentiels ou des pistes d'acquisition potentielles. Tu peux être amené à faire toutes ces choses. Et du coup, il y a une richesse, en fait,
dans les missions qu'il y a chez Tao qui fait que je ne pense pas qu'il y ait une journée type. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'une mission marquante depuis tes débuts chez Tao Partner? Euh, Comme mission marquante, il y a un sujet qui me vient à l'esprit. Et ce n'est pas vraiment une mission, et vous allez comprendre pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit. Euh, il y a une boîte que je suivais pas mal qui s'appelle Shadow. Shadow, ils font ce qu'on appelle du cloud computing, c'est-à-dire avec Shadow, tu es capable d'avoir ton ordinateur dans un cloud. Ce qui est d'un point de vue sur le secteur de l'informatique et sur le marché de l'informatique, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de sujet de devoir acheter des ordinateurs. Tu as un ordi, tu te connectes en cloud sur un autre ordi qui est bien plus puissant et tu payes 30 euros par mois et tu as accès à tout ça. Et moi, c'est une boîte que j'avais pas mal analysée et vue avec des copains qui aussi sont assez intéressés par, et des proches qui sont aussi intéressés par ces sujets-là, que je suivais pas mal. Et en fait, c'est sorti dans la presse qu'il y a eu un peu de remue-ménage chez Shadow, que la boîte est partie au redressement judiciaire, etc. etc. Et du coup, automatiquement, tu as un peu l'esprit qui se réveille, qui se dit, mais attends, peut-être qu'on pourrait accompagner quelqu'un pour acheter cette boîte, tu vois. Et du coup, j'en parle à Benoît. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que pour moi, ce cas, il montre vraiment l'ADN de Tao. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois que j'étais encore analyste, je crois. Et quand je suis parti voir Benoît en lui disant, voilà, il y a une boîte qui s'appelle Shadow, ce serait intéressant. Je sais qu'il y a, à l'époque, c'était le patron de VLC qui était potentiellement intéressé pour reprendre cette boîte. Ça faudrait peut-être le coup d'aller le voir, lui proposer de l'aide s'il y a besoin et tout. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que la réponse de Benoît, ça n'a pas été oui, oui, je verrai ça, ok, d'accord, en mode c'est ton petit analyse qui te donne une idée où tu dis, ouais, pourquoi pas. C'est que comme j'avais vraiment creusé le sujet en me disant, voilà, il faudrait qu'on aille le voir pour lui dire ça, 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 il devrait changer ça, ça et ça, il faudrait faire ça comme ça et tout. En fait, la réponse de Benoît, ça a été go. Vraiment, vas-y, on le contacte, on fait ça ensemble, je te fais confiance, tu es en frontline là-dessus et on essaie de rentrer en contact pour voir si on peut apporter quelque chose. Euh, pour le coup, l'histoire, on a montré qu'on n'aura pas pu entrer en contact avec, enfin, on est entré en contact avec eux, mais on n'a pas pu faire d'opération avec eux parce qu'en même temps, il y avait Xavier Niel qui lui parlait. Donc, c'est un peu compliqué quand tu as en même temps Xavier Niel qui te parle. Et finalement, on est resté en contact, mais de manière assez éloignée. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette petite anecdote, entre guillemets, ça montre bien le mindset qu'on a chez Tao. C'est vraiment qu'on se dit, c'est une opération qui est intéressante et qu'on peut apporter de la valeur ajoutée, on y va. Et il n'y avait pas eu ce sujet de se dire, c'est mon analyste qui m'a proposé ça, et c'est encore un junior, je ne lui parle pas, ou alors je lui dirais, OK, peut-être on verra, laisse-moi tranquille. Mais vraiment, il y a un sujet de vraiment, je te fais confiance, tu penses que c'est une bonne idée, et j'entends ce que tu dis, et ça me paraît pertinent, on y va, on le fait ensemble, on déroule, et vraiment, on le fait comme si on n'était qu'un, tu vois. Et je trouve que cette anecdote, elle est vraiment parlante un peu de l'état d'esprit qu'on essaie de mettre chez Tao, quoi. Alors, sur la manière de travailler maintenant, tu as déjà un peu parlé de l'absence de présentéisme, de la volonté de Tao d'exposer, mais de ne pas maltraiter ses stagiaires jusqu'à 1 heure du mat ou plus. Comment, de manière générale, on concilie un travail en M&A qui reste quand même un travail exigeant Ouais. avec sa vie personnelle? Bah, c'est une question à laquelle enfin, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on essaie de répondre en tout cas chez Tao. C'est-à-dire que je sais que dans l'industrie, très souvent, c'est tu fais des horaires tard tout le temps, peu importe, et tu te fais un peu maltraiter. Parfois, tu as du travail et du coup, tu es obligé de rester. Parfois, tu n'as pas beaucoup de travail, mais ça ne fait pas bien de partir seulement à 23 heures quand tout le monde part à 3 heures du matin. Euh, Nous, chez Tao, on essaie d'avoir une approche où on se dit, enfin, moi, à titre personnel, je me dis déjà, si on travaille très tard, c'est que déjà, il y a un problème d'opération. Parce que ce n'est pas un modèle qui est sain. Encore une fois, on en revient sur le sujet du long terme. Nous, on essaie de vraiment construire quelque chose sur le long terme. Moi, mon objectif, je serais très content, je ne sais pas si je serai encore chez Tao, mais de me dire que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, Tao, ça sera vraiment une belle banque d'affaires qui continuera à exister, qui aura plein de clients, qui aura plein de personnes qui y travaillent. Et si tu veux construire quelque chose sur le long terme, il faut que tu puisses syndiquer des gens sur ton projet à long terme. Si tu prends quelqu'un en lui disant, je vais te fouetter pendant 2 ans non-stop, généralement, au bout de 2 ans, la personne part. Et même si elle a forcément très, très, très bien gagné sa vie, à un moment, tu te dis, bah, en fait, mon projet de vie ne matche pas avec ce que je suis en train de faire 90% de mon temps dans la journée. Donc, je pense que c'est possible de cumuler à la fois un job en M&A, qui est, comme tu l'as dit, des jobs qui sont assez prenants, tant d'un point de vue de temps que d'un point de vue intellectuel, parce que c'est des missions qui sont quand même assez exigeantes, qui demandent pas mal d'implication intellectuelle, etc. Mais je pense sincèrement qu'on peut faire ça tout en respectant la vie personnelle des gens. Par contre, tu vois,
Et c'est là où le sujet de motivation est très important. Demain, s'il y a une mission, on a un rush sur un dossier et qu'on doit rester jusqu'à 1h du matin, je peux t'assurer que toutes les personnes chez Tao resteront jusqu'à 1h du matin et même plus encore s'il faut. Donc, on est prêt à rester tard, à bosser tard et à bosser dur parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on veut le faire. Maintenant, ce n'est pas inscrit dans le marbre comme étant une règle à tout prix parce que ça fait bien de rester tard. Moi, je reste persuadé que si on a toutes les équipes qui doivent rester jusqu'à 3-4 heures et qui sont tout le temps épuisées, c'est qu'on a un problème d'opération. Et que du coup, on essaye en tout cas, nous, chez Tao, de se dire, on peut faire du M&A, on peut faire des missions très intéressantes, on peut faire parfois des deals qui sont normalement pas les deals d'une taille de boîte comme Tao, comme EasyMile par exemple que je vous citais, mais en le faisant de manière ultra déterminée, motivée, très sérieuse, tout en respectant la vie des gens et en faisant en sorte que les gens puissent bosser chez Tao et en même temps avoir une vie à côté, avoir du temps pour vivre, quoi. Alors, ce sera ma dernière question avant de passer à celle des étudiants. Ouais. Quelles sont les qualités d'un bon stagiaire ou d'un bon junior en M&A et en général et chez Crypto Partner en particulier? Il faut parler 8 langues, avoir monté une boîte en IPO. euh, j'ai dit que je faisais cette blague, que je ferais cette blague juste avant aux équipes. Donc c'est pour ça que je fais cette blague. Non, les qualités, je pense, c'est vraiment la motivation. Vraiment, il faut être motivé, il faut être curieux. Très, très important d'être curieux. Il faut se poser des questions. Et en fait, le fait de se poser des questions, c'est parfois, tu peux être amené à faire des choses parce que tu sais que c'est ce qu'il faut normalement faire. Et en fait, quand tu te poses des questions, tu dis, bah non, en fait, c'est totalement bête de faire ça comme ça, peut-être le faire de telle manière. Et c'est ça qui apporte de la valeur aux clients. Donc, être motivé, être curieux, être sympa, ça c'est important. On essaie de garder comme je vous l'ai dit, un cadre de vie perso qui est sain, mais aussi il faut que ce soit ton cadre de vie professionnel qui soit sain. Donc, tu vois, en interne, on déjeune parfois ensemble, on rigole, on a des délires, on parle de choses, on parle beaucoup de choses parfois qui ne sont pas du tout liées au travail. Ça peut être des sujets un peu plus business de manière générale, ça peut être des sujets même un peu de politique, de géopolitique, de sport, de culture, de tout et n'importe quoi. Mais on a ce truc-là quand même en interne. Donc, être motivé, être curieux, être sympa, être autonome, très important. Il faut toujours se dire que quand tu rejoins une organisation, surtout quand tu es en stage, tu es là pour libérer du temps aussi pour tes managers et tu es là pour libérer de la bande passante intellectuelle, entre guillemets, à tes managers. Et du coup, si tu viens dans un stage, mais que tu passes plus de temps à leur demander des choses ou leur prendre du temps, etc., ça peut être compliqué. Soit c'est parce qu'ils expliquent mal les choses, et là, il faut leur dire, est-ce que tu peux mieux m'expliquer telle ou telle chose, ou soit c'est qu'en interne, il faut faire un travail pour dire, une fois qu'on me donne une mission, comment est-ce que je fais pour l'améliorer, pour la réaliser, sans avoir à demander 15 fois l'avis de mon manager. Donc, motivation, curiosité, convivialité, enfin, être sympa, et de l'autonomie. Je pense que déjà, si on a ces qualités-là, c'est déjà très bien. Après, le reste, ça se construit en interne. Alors, si vous souhaitez rejoindre une banque d'affaires comme Top Partner et que vous postulez en ce moment, je rappelle juste l'existence de nos packs, Training New. On a construit une plateforme où on a regroupé sur une seule interface tout ce dont vous avez besoin pour optimiser vos chances d'intégrer une banque d'affaires. Les packs sont tous accessibles, flexibles, c'est sans engagement. Ça marche sous la forme d'un abonnement sans engagement que vous pouvez résilier au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez. Et vous pouvez retrouver un bloc court pour chaque thématique de M&A, donc compta, valo, merger, LBO, etc. Et sur chaque métier en dehors du M&A, donc audit, PI, TS, ECM, DCM, etc., on a compilé les principales questions qui tombent en entretien. Et puis, on vous donne la réponse. On vous dit quoi dire et comment le dire avec la bonne structure. Donc, ça vous fait gagner beaucoup de temps. On a aussi 2 cours sur les outils pratiques Excel et PowerPoint pour vous familiariser un peu avec ces outils qui sont couramment utilisés en poste. Ensuite, on a un bloc pratique. On a des questions d'entretien corrigées, des tests que vous pouvez faire pour progresser à votre rythme. Tout est corrigé, donc vous pouvez suivre votre progression. Ça vous permet de voir si vous avez bien compris les concepts. On a des fiches sur les principales banques et fonds. On vous présente l'entreprise, le process de recrutement. Donc, vous savez un peu à quelle sauce vous allez être mangé. On vous fait une analyse détaillée des deals récents conseillés par la banque. C'est un peu ce qu'on fait sur LinkedIn pour ceux qui nous suivent, mais en plus détaillé et puis classé par banque. Pour les fonds, on fait une analyse du portefeuille et des exits récents. Et on parle aussi des process de recrutement, des questions qui sont tombées en entretien récemment grâce à nos comptes rendus d'alumni. Voilà. Enfin, vous retrouvez aussi tous les webinaires et les podcasts, des podcasts avec des anciens étudiants qui vous expliquent comment ils ont fait pour trouver leur stage et quelles sont les missions en poste. N'hésitez pas, si vous voulez commencer ou booster votre préparation, à aller voir les packs en ligne. Voilà.
on arrive à la dernière partie du webinaire, les Q&A. Donc, si vous voulez lever la main pour interpeller directement Talal et poser une question, je vous donne la parole. Sinon, vous avez le Q&A ou le chat. On a déjà des questions et je vais les relayer. C'est sympa, hein. Alors, quelques questions. La première, est-ce que vous prenez des alternants? Et si vous ne prenez pas d'alternants, est-ce que vous connaissez des boutiques qui en proposent? Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément le mode de recrutement le plus classique dans le secteur et c'est beaucoup plus via le stage. Mais voilà. Est-ce que l'alternance est quand même possible? Alors, en toute transparence, on a déjà pris une personne en alternance. Donc, on a déjà fait. Donc, sur le papier, on peut le faire. Maintenant, pour la suite, en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fera parce que c'est quand même assez complexe. Au-delà du côté financier, c'est vraiment le côté organisationnel, etc., qui est assez complexe. Donc, je ne sais pas. Tentez quand même. Normalement, je pense que sur le papier, pourquoi pas, mais ça va vraiment dépendre de quand est-ce que vous tentez, ça va dépendre du business, ça va dépendre de est-ce que en interne, on a les capacités ou pas, dans le sens où, comme on est en constant recrutement, bah, les équipes commencent à grossir petit à petit. Donc, il y a des moments aussi où si on a X pistes, bah, peut-être qu'on va plus aller sur des stages que des alternants. Donc, sur le papier, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Maintenant, il y a bien sûr bien moins de chances qu'en stage, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Donc, encore une fois, ça ne coûte rien. Envoyer un mail et on voit ensemble si c'est quelque chose qu'on peut faire ou pas. Et une autre question sur les entretiens, est-ce que la connaissance des sujets tech et du business model des entreprises est quelque chose d'important au-delà des connaissances financières classiques qui seront évaluées dans une autre banque d'affaires? Alors, ça dépend. Si c'est une boîte dans laquelle au moins vous avez bossé ou quoi que ce soit, c'est primordial parce que pour faire simple, le business model, c'est répondre à la question comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent. Donc, si vous me dites, bah, moi, je connais tout sur cette entreprise, elle gagne 150 millions d'euros par an, et que je vous dis, ouais, mais ils font comment pour gagner de l'argent et que vous ne savez pas répondre, ça pose problème, surtout si c'est une entreprise dans laquelle vous avez bossé ou sur laquelle vous avez bossé. Maintenant, de manière générale, si je prends une boîte au hasard en disant cette boîte-là, c'est quoi son business model, on ne va pas poser ce genre de questions parce que très clairement, ça reviendrait à devoir connaître tous les business models de toutes les entreprises. Donc, c'est des sujets qui sont importants, surtout si vous me dites que vous avez de l'appétence pour telle ou telle question. Maintenant, on ne va pas être dans un sujet, on va vous dire tu m'as mentionné une fois une entreprise que tu aimes bien, tu ne connais pas son business model, c'est pas normal, on ne se parle plus. On n'est pas à ce niveau-là. Mais au moins, si c'est des entreprises sur lesquelles vous avez bossé, c'est normal de bien les connaître, de savoir comment est-ce qu'elles gagnent leur vie, où est-ce qu'elles en sont d'un point de vue financier, etc. Ok. On a une question aussi. Que signifie Tao? D'où vient le Ah, nom de la boutique? c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça vient du. Alors, pour ceux qui ont un peu creusé un peu Wikipédia, enfin, je vous laisse aller creuser un peu Wikipédia et faire votre petite enquête. Et comme ça, si vous postulez chez nous, que vous avez fait ça, vous me le direz en entretien. Mais ça vient du taoïsme, qui est un courant de pensée qui est basé sur l'équilibre. Donc, ça vient du taoïsme. On a bien ce sujet d'équilibre et vraiment d'être capable de construire un modèle équilibré sur le long terme. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est si jamais vous voulez postuler chez nous, renseignez-vous sur ce que c'est dans le détail et ravi d'en parler en entretien. D'où le work-life balance aussi pour le travail avec la recherche de l'équilibre à long terme chez Tao Partner. Euh, Exactement. on a une autre question. Alors, tu n'es peut-être pas obligé de répondre à celle-ci, hein, je te laisse le choix. Quelle rémunération pouvons-nous prétendre en tant que stagiaire? Bon, ça, c'est peut-être assez classique par rapport aux standards de l'industrie. Et analyste. Voilà. Ouais. Heureusement que j'ai demandé d'être sympa. Euh, Alors, je vais vous dire en toute transparence, pour le coup, je ne vais pas faire de langue de bois, même si on pourrait croire que c'en est, mais vraiment, c'en est pas. Sur la partie stage, c'est un peu ce qui se fait dans l'industrie. Donc, je pense que tu connais bien mieux quand même l'industrie, Guillaume, là-dessus. Mais je pense que c'est quoi? Enfin, l'industrie, c'est entre 1000 et 2000 euros, c'est ça? Pour faire de manière très Oui, large. c'est ça. Bon, voilà, on est généralement entre 1300 et 1600, 1700 sur des boutiques un peu small mid. Et quand on arrive sur les boutiques un peu large cap ou les grandes banques, on est plus en moyenne à 2000 euros, voire parfois au-dessus pour certaines banques, mais ce n'est pas non plus la majorité. Voilà. Exactement. Mais sur la partie, du coup, comme tu as dit, SMID, comme on dit, donc c'est small et mid Mm. cap, généralement, c'est entre 1002, 1003 jusqu'à 1006 et c'est vraiment 1006, 1007 et c'est vraiment la tranche aussi qui a chez Tao. C'est à peu près ça. Pourquoi est-ce que je ne donne pas de réponse hyper précise? C'est parce qu'on est aussi sur un sujet où nous, on évolue. Encore une fois, et ça, il faut vraiment le prendre en compte, on n'est pas la banque d'affaires qui a déjà 50 ans et qui est stabilisée, on est en plein développement. Donc, moi, mon objectif,
euh, en tant que manager, entre guillemets, chez Tao, c'est que les gens soient le mieux payés possible. Donc, on essaie de travailler au quotidien pour aussi monter tout ça, monter les salaires. Moi, mon rêve, ce serait que les gens viennent bosser chez Tao qui se fassent 5 000 euros par mois. Tu vois, ce serait mon rêve. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas de réponse fixe parce qu'on est en train de se stabiliser, donc c'est en train de monter. Donc, en termes de fourchette, c'est à peu près dans la fourchette qu'on a citée pour le SMIC. Donc, ça, c'est pour la partie stage. Et pour la partie analyste, là, pour le coup, pareil, je ne peux pas vous donner de réponse vraiment sur le coup parce que ça va vraiment dépendre du profil, ça va dépendre de où est-ce qu'on en est, nous, d'un point de vue business. L'objectif étant encore une fois d'essayer de payer au mieux les gens parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vivre, c'est comme ça qu'ils se sentent bien et c'est comme ça qu'ils bossent bien. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse hyper précise là-dessus, mais c'est parce que c'est aussi du cas par cas en fonction des candidatures, en fonction des expositions, en fonction des secteurs. Mais on est très open là-dessus. Donc, si jamais vous candidatez et que c'est une question qui vous vient assez tôt, vous pouvez nous la poser, on en reparlera. Ah, alors, on a une question aussi sur la différence entre 22 et 23. En 22, il y a eu, enfin, c'était une année presque record pour beaucoup de. Enfin, 21-22, sorti de Covid, c'était une année record pour les levées de fonds avec Ouais. beaucoup de deals. Est-ce que tu vois un ralentissement en 2023 ou est-ce que pour l'instant, voilà, il n'y a aucun signe au niveau marché de ralentissement des deals? Sur la partie levée ou la partie M&A? Exactement. Ouais, sur la partie, je pense que tu peux aussi élargir à la partie M&A globale, mais peut-être sur le segment fort de Tao qui sont les levées de fonds pour des boîtes tech, quoi. Ouais. Alors, pour le coup, le segment fort de Tao, c'est à la fois la levée, mais aussi vraiment le M&A pour le coup. Au tout début, on faisait en nombre de deals, je pense, peut-être un peu plus de levée. Maintenant, c'est quand même un peu plus de M&A. Donc, vraiment, le segment fort, c'est vraiment levée et M&A. C'est les deux ensemble. Euh, et je vais peut-être répondre plus sur la partie levée, parce que c'est là où on a vu le plus de fluctuations, j'ai envie de dire, ces dernières années. Pour le coup, comme tu l'as dit, c'est vrai que sur la partie levée 2021, il y a eu énormément de levées, il y a eu beaucoup d'argent en fait injecté dans le marché pour différentes raisons, à la fois des raisons un peu macroéconomiques, mais aussi des raisons un peu plus microéconomiques. Il y a eu aussi des raisons un peu plus de concurrence, parce il y a eu pas mal de fonds étrangers, notamment américains, qui ont commencé à investir pas mal en France, et du coup, ça a fait certaines concurrences dans certains tours, et ça a fait monter les valos. En plus de ça, tu as eu une petite mode aussi de toute la partie Web3 qui est arrivée et du coup qui a drainé pas mal de financement. C'est un peu plus compliqué pour certains dossiers maintenant. Ce que je dis de manière un peu simple, entre guillemets, c'est que si demain vous voulez monter une boîte dans le Web3 qui permette d'avoir un chien dans le métaverse et de pouvoir mettre des NFT sur son chien dans le métaverse, c'est plus compliqué maintenant. Ça, je vous le dis. C'est plus compliqué maintenant qu'il y a quelques mois. C'est plus compliqué à lever. Maintenant, moi, je trouve que le petit retournement qu'il y a eu sur le marché de la levée, il est plutôt sain parce qu'on a eu pas mal d'investisseurs qui ont mis beaucoup de tickets, pas forcément dans un sujet vraiment de prise de risque, mais plus dans un sujet de mode, je trouve. Et que là, on a pas mal d'investisseurs en fait qui se posent des questions assez tôt de rentabilité, qui vont se poser assez tôt des questions de concrètement en termes de valeur créée pour le client, comment ça va marcher, comment est-ce que vous adressez des sujets qui sont concrets dans la vie des gens, qui font du sens. Et du coup, pour ces raisons-là, ce petit réajustement de mindset, je trouve qu'il est plutôt sain, et du coup, c'est plutôt une bonne chose qui se passe actuellement sur la partie levée de fonds. Et après, sur la partie M&A, je pense qu'il y a déjà pas mal d'études qui sont faites. Et pour le coup, je vous incite à regarder tous les articles, toutes les études qui sont faites par TrainingView parce qu'ils sont très intéressantes. Moi, à titre perso, je suis abonné à la page, je regarde et je like souvent les posts de TrainingView. Donc, il y a pas mal d'études là-dessus qui sont faites et vous voyez vraiment les évolutions du marché, etc. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fonction, dans le marché du M&A, en fonction des industries, il y a quand même des dynamiques qui sont assez différentes. La tech étant sur une dynamique assez forte. Donc voilà. Là, je vous ai fait un petit focus vraiment sur la partie levée. Parce que sur la partie M&A, déjà, il y a pas mal de choses. Mais sur la partie levée, voilà, je pense, si on est la petite boîte voilà, qui veut faire un chien dans le métaverse avec du NFT, c'est compliqué. Pour des grosses startups françaises qui sont sur des sujets de valeur, enfin de levée, qui sont plutôt autour de 100, 120, 150 millions, l'accès au marché était un peu plus compliqué ces derniers temps. On a pas mal de contacts dans ce genre de boîtes qui nous ont dit qu'il y a des fonds d'investissement qui leur ont dit bah, on vient de mettre 100 millions d'euros sur la table. On vous avait dit que vous aviez jusqu'à 2024 pour le dépenser. Bah, ce sera plutôt 2025, voire 2026. Parce qu'il y a un sujet vraiment de repli un peu, entre guillemets, sur le marché américain qui était quand même assez fort. Donc voilà, sur des profils de boîtes assez petites, très focus NFT, Meta, etc., c'est un peu compliqué. Sur des grosses boîtes qui sont sur des sujets, je le levais 200 millions, c'est un peu compliqué. Par contre, sur ce qu'il y a en intermédiaire, entre guillemets, pour le coup, avec un business model sain, avec une vision saine, avec une réelle stratégie, on s'en sort quand même.
Ok, bien noté. On te demande aussi combien de deals closés par an, donc à la fois en termes de M&A et de levée de fonds. Alors sur l'année, alors c'est un peu spécial parce que nous, pour le coup, sur l'année 2022, on a eu, je pense, 5-6 deals closés. Le sujet étant que il y en a certains qui sont en fait passés sur 2023, enfin qui vont se boucler finalement Q1 2023. Donc 2023, notre objectif, ce serait d'en avoir au moins une dizaine, au moins, ce serait cool. Sachant qu'on a déjà une grosse dizaine là même une quinzaine plutôt de deals en cours actuellement et qu'on a bien déjà en closé 3-4 pour le premier, enfin pour la fin du Q1 qui arrive dans 2 mois maintenant. Donc, ouais, l'objectif 2023, c'est de closer au moins une bonne dizaine de deals et du coup, continuer à embaucher aussi et de faire accroître l'équipe. Ok, alors je vois le temps qui avance, on va prendre une dernière question. En fait, il y a une question sur la date de recherche de stage. Tu avais dit que tu recrutais pour juillet. À partir de quand, en fait, on peut t'envoyer un mail pour cette date-là? Est-ce que c'est dès maintenant ou est-ce qu'il y a une période plus propice où vous allez recevoir les CV? Alors pour le coup, là, on est en train de boucler nous pour fin mars, début avril. Donc si certains sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un mail, mais par contre faites vraiment vite parce qu'on est vraiment sur la toute fin de process. Maintenant, pour les sujets juillet/septembre, vous pouvez nous envoyer dès maintenant. On commence déjà à en recevoir pas mal. On a déjà reçu une bonne quinzaine, des vingtaine, je crois, de CV pour les périodes de juillet et septembre. Donc vous pouvez nous envoyer dès maintenant. Vous pouvez nous envoyer un peu plus tard aussi. Nous, notre objectif, c'est, je pense, d'essayer de se positionner autour de avril, mai maximum. Donc, vous pouvez envoyer dès maintenant. Et de toute façon, on fera probablement, mais on fera une petite campagne de communication, entre guillemets, pour les parties, pour les recrutements autour de mars-avril, je pense. Mais on est assez accessible. On essaie de répondre vite. Quand il y a des candidatures, pour le coup, on répond vraiment à tout le monde. Ça, c'est vraiment depuis le premier jour de Tao. On s'est toujours dit qu'on répondrait à tout le monde parce que, bah, en fait, on est face à des gens qui ont pris le temps de postuler, qui sont pour certains renseignés, etc. Donc, le minimum en termes de respect, en fait, c'est de répondre aux gens, si que ce soit positif ou négatif. Donc, on répond à tout le monde. Parfois, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a beaucoup de candidatures, parce qu'on veut essayer de faire passer un maximum de personnes, etc. Mais pour le coup, on répond vraiment à tout le monde. N'hésitez pas, envoyez-nous et on vous tient au courant. Alors, toute petite dernière question, parce qu'elle a été posée à la fin et je la trouve aussi intéressante. Quels sont tes médias préférés pour suivre l'actualité tech? Ah, bonne question. Euh, pour suivre l'actualité tech, bah pour le coup, LinkedIn, c'est quand même assez fort. Mais après, LinkedIn, c'est devenu un agrégateur de différents médias. Sur LinkedIn, il y a pas mal de pages où il y a pas mal d'articles aussi qui sont faits par d'autres médias. Ça va être, par exemple, sur tout ce qui est américain, TechCrunch, c'est pas Mm, mal. mm. Shifted, c'est pas mal. En France, on a les Échos qui commencent pas mal à se développer là-dessus sur la partie startup. On a certains articles Madines, certains qui sont intéressants, certains. Mais de manière générale, il y a un truc qui marche plutôt bien aussi, c'est d'ajouter des gens qui travaillent dans l'industrie, d'ajouter des gens qui travaillent dans le secteur. Parce que très souvent, on like des choses. Et par exemple, l'exemple parfait sur LinkedIn, quand tu as plein de personnes qui like des choses qui sont dans ton entourage, entre guillemets, tu n'as pas suivi des médias, mais on t'a envoyé du contenu, en fait. Mm. Donc, le fait d'ajouter des gens et tout, ça marche plutôt bien. On pourrait pas croire que ça peut servir d'un point de vue de sourcing média, mais en fait, si, vraiment. Voilà. Après, il y a les médias classiques, BFM Business et compagnie. Ça peut valoir le coup lorsqu'on veut se faire une idée sur une entreprise. C'est très souvent il y a des entrepreneurs qui passent et qui racontent leur boîte. Donc là, tu prends 5 minutes et puis Mm, c'est mm. exactement expliqué par le CEO ou la CEO ce que fait cette boîte. Donc voilà, médias classiques, médias plus digitaux, le fait de suivre des gens, ça aide pas mal aussi sur LinkedIn. Certains aussi, vous pouvez suivre des gens sur Twitter. Il y en a certains qui sont un peu actifs. Pour le coup, être très actif sur Twitter, c'est plus un truc vicié, entre guillemets, et plus même un truc assez américain, enfin anglo-saxon, disons. Mais de plus en plus de VC français s'y mettent aussi. Donc voilà. Super. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Juste, je vous précise le programme de la semaine prochaine. On va recevoir la semaine prochaine Alexandre Généret, qui est analyste en leverage loans et private debt chez Score, qui est un réassureur, qui va nous présenter les différents métiers de la dette en corporate finance. D'accord? Donc, le leverage, l'acquisition finance, private debt, etc. Donc, quelles sont les différences entre ces principaux métiers et comment les intégrer?
Voilà. Il me reste à vous remercier tous d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça a été utile pour vous. Un énorme merci à toi, Talel, pour ton temps, tes précieux conseils pour nos étudiants. Et n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn pour ceux qui ne le font pas encore, comme l'a dit Talel. On met beaucoup de deals, d'actualité sur des deals récents. Donc, pour vous acculturer au secteur, c'est intéressant et utile. Et puis, pour ceux qui souhaitent débuter ou booster leur préparation avec l'un de nos packs, on sera ravis de vous accueillir et de vous aider dans votre recherche. Voilà. À bientôt pour de nouveaux événements Trading New et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.